I think it's one of the finest Grand Prix circuits in Europe. I am very impressed. I think it's a very good course indeed. Very tricky circuit, one that you have to treat with a lot of respect, especially the downhill section, which is terribly quick and you can't afford to even be a foot out of line. Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de Multi21, amis de Formule Moyen, bienvenue. Clément, 24 ans, il commente l'actu de la F1 sur la chaîne YouTube Multi21. Il adore Charles Pic et il ne rate pas une miette du championnat des GT costaricaines. Aujourd'hui, nous allons réaliser un format inédit puisqu'il n'a été réalisé qu'une fois par cet homme ici présent, Aurélien Attard. Aurélien, comment vas-tu? Bonjour Clément, bonjour à tous. Aurélien, 23 ans, il fait toujours son jogging dominical à côté d'un McDrive. Il ne supporte pas le mot métallurgie et il porte en permanence le slip fétiche d'Andrea de Cesaris. Je suis très heureux puisqu'on s'est dit c'est l'hiver, allons à Rouen voir un circuit de F1. Mais quoi? Un circuit de F1 à Rouen, Aurélien? Mais qui a eu l'idée de mettre un circuit de F1 ici? Je vais tout te dire, ça va être très simple, très bref, très concis bien sûr, comme vous le savez. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Rouen n'existe quasiment plus. Il faut tout reconstruire, il faut reconstruire la ville, mais il faut également reconstruire les routes alentours. Un nouveau boulevard pour faciliter le transport des poids lourds est construit entre les villes de Rouen et d'Orival. Nous nous situons d'ailleurs sur cette portion de route précisément. Immédiatement, l'Automobile Club normand a flairé le bon coup. Ils se sont dit, écoutez les gars, là, cette portion de route, il y a moyen de faire quelque chose de grandiose avec. Quelques années à peine plus tard, le circuit de Rouen-les-Essarts voit le jour. On parle ici d'un circuit parmi les plus techniques de l'histoire de la F1. On va vous le montrer tout au long de ce tour des différentes configurations du circuit. Des virages incroyables, beaucoup de dénivelé, des courbes prises à des vitesses folles, 250 voire plus, on ne sait plus. Le tour du circuit de Rouen, c'est parti! Et nous voici sur la ligne droite de départ qui est sur notre côté. Nous sommes au niveau des stands que nous allons visiter tout de suite avec Aurélien Attard. Alors Aurélien, qu'est-ce qu'il y a de spécifique cette entrée des stands? Bah écoutez, cette entrée des stands, je me permets bien sûr, hein, on est entre nous. Entrée des stands assez dangereuse pour l'époque, étant donné que les voitures déboulent à des vitesses assez folles. On parle ici de 250 km/h, que dis-je, 280 km/h, j'ose le dire. Et l'entrée des stands se situe vraiment à côté du circuit. Les pilotes ont une zone de décélération assez faible et vraiment très peu de, de marge d'erreur, pas vraiment de barrage entre le circuit et les paddocks. Ça c'est le Sancho vraiment. Donc disais-je, à l'époque où le circuit a ouvert au début des années 1950, il n'y avait pas de séparation entre le circuit et les paddocks. Mais bon, ça c'était pas spécifique à Rouen. Les années ont passé, de nouveaux paddocks ont été construits. On va aller les visiter d'ailleurs dans pas très longtemps. Justement, pour reparler de cette entrée des stands, si vous n'êtes pas familier avec la F1 des années 60-70, prenez juste le Castellet en 2018, une entrée des stands très très courte et qui vire directement sur la droite. C'est à peu près la même chose, on est en sortie d'épingle, des voitures vont du coup prendre beaucoup de vitesse puisqu'elles vont prendre la ligne droite des stands de façon normale. D'autres vont vouloir rentrer au stand et vont devoir décélérer et c'est là où ça peut créer un danger. C'était très technique et forcément comme on est sur une route publique avec une surface bien moins propre qu'un circuit traditionnel, ça crée pas mal de dangers. Allons tout de suite visiter la zone des stands. Alors, nous nous trouvons actuellement dans l'enceinte des ex-paddocks de Rouen. Comme vous pouvez le voir, il reste plus grand chose aujourd'hui. L'asphalte a été conservé, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur vos écrans, des lignes de peinture sont d'ailleurs encore conservées à ce jour. Les garages, les paddocks ont fait place à des rondins de bois, parce qu'il y a une scierie pas très loin du circuit d'ailleurs, il faut le savoir. On le voit sur cette un peu vue panoramique que les paddocks sont assez courts, même si on ne distingue pas trop, évidemment, puisque maintenant ce sont des rondins de bois qui sont présents. C'est des paddocks assez courts, mais l'organisation ne change pas tellement des paddocks qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les stands,
où donc les voitures viennent pour changer les pneus, ravitaillement, se loger lorsqu'elles ne sont pas sur la piste. Et derrière les stands, toute la vie habituelle du paddock, les camions des différentes équipes qui viennent s'installer juste derrière les stands sur une zone qui est encore délimitée par des marquages, mais qui n'est bien évidemment plus visible puisque, comme tu le disais Aurélien, les paddocks ont été détruits depuis maintenant 20 ans. Après son inauguration en grande pompe, c'est l'heure de la consécration pour le circuit de Rouen. Il accueille le Grand Prix de France de Formule 1 en 1952 ainsi qu'en 1957. 57, c'est une édition qui reste encore aujourd'hui dans les mémoires puisque pour la seule et unique fois, Juan Manuel Fangio s'est rendu en Normandie. Au volant de sa Maserati, l'Argentin a surclassé ses adversaires. Un véritable récital du maestro qui a offert de nombreux dérapages contrôlés à un public acquis à sa cause. Et après la visite des stands, nous voici devant la ligne droite de départ, ligne droite qui donne sur le premier virage. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ligne droite de départ, Aurélien? Écoutez, en étant en chair et en os sur ce circuit, ça plonge, on ne voit pas vraiment où se situe même ce premier virage. Tout ce qu'on peut dire sur cette ligne droite de départ avant de passer à la suite, c'est que finalement ce qu'on voit c'est à peine le début de la grille de départ, là où ressortent les stands. Après le reste, ça plonge directement dans un nouveau monde, vers le nouveau monde. On y va! Alors je me trouve vraiment à l'entame de la descente du Nouveau Monde. La descente du Nouveau Monde, c'est une série de 3 virages, un droite, un gauche, un droite. Dans les années 50, au début des années 60, le challenge pour les pilotes, c'était de négocier ces 3 virages sans lever le pied de l'accélérateur. Un pari de cinglés. En même temps, nous parlons ici de pilotes de course. Ce sont tous des cinglés, bien sûr. Question piège. On peut le voir d'ailleurs, c'est assez escarpé, assez penché, assez incliné. Je n'ai plus assez de synonymes pour définir ce que c'est. En tout cas, une chose est sûre, c'est très impressionnant. Si on se retourne, on aperçoit le premier virage, talus d'un côté, mini fossé de l'autre. La façon la plus rapide de prendre ce virage, c'était vraiment de se jeter à l'intérieur de la courbe, de poser ses roues presque dans le fossé au final. Et les 2 autres virages, c'est un petit peu la même recette. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs, notamment pour la courbe des 6 frères. Et nous nous trouvons ici sur le lieu le plus emblématique du circuit après le virage du Nouveau Monde. Emblématique pour plusieurs raisons. Déjà parce que lorsqu'on le regarde, c'est un virage extrêmement technique. On est à la sortie du virage 1 et 2, des courbes extrêmement rapides dans une zone extrêmement pentue, comme Aurélien l'a dit tout à l'heure. Et on se retrouve dans cette chicane. Et cette chicane assez étroite et finalement très technique nous a amené à un drame en 1968 avec la mort de Joe Schlesser. I'm not sure what happened. I approached the fast downhill section just before the pits there, and the back of the car snapped away from me. Le Grand Prix de France 1968, c'est la dernière édition du Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit de Rouen-les-Essarts. Déjà pour la simple et bonne raison que le circuit devenait trop étroit pour les voitures qui devenaient de plus en plus puissantes et il fallait vraiment remodeler totalement le circuit pour permettre de poursuivre l'aventure. Voilà, l'avenir nous prouvera que ce ne fut pas le cas. Et en 1968, Joe Schlesser est titularisé par Honda pour ce qui sera sa première et son unique course en Formule 1. Il faut savoir que Schlesser est un as parmi les as, mais il a 40 ans, sa carrière est déjà derrière lui, mais Honda l'appelle pour piloter la terrible Honda RA 302, une voiture qui est à 90% en magnésium, une voiture très difficile à piloter, vraiment capricieuse, mais Schlesser, voilà, il voit cette opportunité en Formule 1 arriver, il ne peut pas dire non à Honda et il se retrouve au volant de la RA 302. Ça m'inquiète un peu du fait que je dois en même temps un peu mettre au point cette voiture et je crois que c'est quand même des grosses responsabilités. Et au départ de la course, sous des trombes d'eau alors qu'il aborde les réservoirs pleins d'essence, le virage des 6 frères, il perd le contrôle de sa Honda et il va s'écraser contre le talus sur le bas-côté. La voiture prend instantanément feu, le magnésium, qui est un produit inflammable par excellence. Par excellence, exactement. Additionné au réservoir gorgé d'essence, c'est un véritable brasier qui éclate sur le circuit. La course n'est même pas arrêtée, on présente quelques drapeaux jaunes alors que la monoplace de Schlesser est vraiment à côté de la piste, pour pas dire carrément sur la piste. Les pilotes sont obligés d'emprunter l'herbe sur le bas-côté pour éviter le brasier. Schlesser est bien évidemment mort sur le coup.
Et cet accident, l'accident de trop au final, ça sonnera la fin du Grand Prix de France à Rouen. Après la perte de la Formule 1, Rouen pouvait quand même se consoler avec la Formule 2 et la Formule 3. Mais le virage des 6 frères, même pour des Formule 2, donc des voitures moins puissantes, devenait vraiment trop dangereux. Il fallait faire quelque chose. Et quelque chose a été fait en 1974 après un nouvel accident mortel. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire que le talus qui se trouvait précisément à cet endroit a disparu complètement et c'est un vrai ralentisseur, une vraie chicane qui a vu le jour. Il fallait obligatoirement passer par un changement pour que Rouen continue à accueillir des épreuves sportives. J'ai envie de commencer par le mot bordure. Pourquoi bordure? Tout simplement parce que nous avons les vibreurs d'époque bâtis en 1950. Qu'est-ce qui date de 1950 également? Suivez-moi, je vais vous le dire. Ce petit morceau de béton qu'on appelle pavé. Parce que le virage du Nouveau Monde, c'était une épingle à cheveux recouverte de pavés. Un endroit très impressionnant. On a l'impression d'être dans un stadium. Puisque d'un côté, nous avons un énorme talus qui servait à accueillir les spectateurs. Et de l'autre, un talus aussi, évidemment. Talus. Donc ambiance un petit peu stadium, un petit peu à la manière d'Hockenheim. Je passe un bonjour chaleureux à nos amis allemands, à nos amis teutons. Je sais qu'ils sont nombreux d'ailleurs à nous regarder sur la chaîne. Le freinage de l'épingle à cheveux du Nouveau Monde, très dangereux ce freinage. Pourquoi? Parce qu'il s'effectue alors que les pilotes terminent la descente du Nouveau Monde. Ils sont encore dans ce virage que nous voyons ici, ils sont encore dans ce virage qu'il faut appuyer sur les freins. Imaginez à l'époque des années 60 par exemple, où les voitures ressemblaient à des cigares sur roue, des pneus très fins. Déjà garder le contrôle de ce type de véhicule dans des lignes droites, ça relevait de l'exploit. Mais alors imaginez freiner ce véhicule complètement déchaîné, complètement incontrôlable dans un virage et en plus enquillé sur une épingle à cheveux recouverte de pavés. Comme l'asphalte est de très mauvaise qualité, on peut les redécouvrir. Donc c'est des pavés d'époque. 1950, ces pavés qui ont bientôt 70 ans. Je vous propose de les saluer d'ailleurs. Alors je me trouve actuellement à la sortie de l'épingle à cheveux du Nouveau Monde et ce que je voulais absolument vous montrer, c'est ces escaliers d'époque qui ont été construits quelques années après la première édition du Grand Prix de France à Rouen. Il n'y a pas de tribune, il y a une seule tribune qui se situe tout en haut du circuit, sur la ligne de départ-arrivée bien évidemment, mais tout autour du circuit, il n'y avait pas de tribune. Les tribunes étaient naturelles, c'est ces énormes talus que vous pouvez voir depuis bien sûr le début de la vidéo. Donc des escaliers ont été construits pour permettre aux fans de monter. J'ai à peine monté 3 marches et je vois quand même la sortie du dernier virage avant l'épingle, je vois l'épingle et je vois évidemment le virage suivant. Et lorsque le circuit a fermé, toutes les installations ont été démontées et les escaliers ont été laissés à l'abandon. On le voit, ils sont recouverts de végétation en tout genre, de boue principalement étant donné qu'il pleut. Petit morceau d'époque. Autre virage au gros cœur du circuit de Rouen, c'est ce virage de Samson. Une fois qu'on est sorti de l'épingle, certains pourraient penser que le plus dur est fait. On a fait la descente, on a fait l'épingle à cheveux en pavé. Non mon ami, il reste encore bien pire. On arrive déjà face à un mur. Ce n'est pas le raidillon de Spa-Francorchamps, mais attention, ça reste quand même très impressionnant. Une espèce de gauche interminable. Regardez, il commence ici ce virage et il se termine vraiment. Encore une fois, il se termine là-bas. Entrée complètement en aveugle, on est sur une montée. Ça fait quasiment presque comme un rayon de 180 degrés. Vraiment, que de la courbe inclinée en montée. Vraiment un virage très difficile. C'est pas parce qu'on est en Seine-Maritime que c'est du tout plat. Non, attention. Là vraiment, Rouen, il mérite amplement son surnom de petit spa. Tant les virages sont dangereux, sont étroits et tant le circuit est vallonné. En fait, la clé dans ce virage, c'est le freinage, tout simplement. On pourrait penser, étant donné que c'est un virage en aveugle et partiellement incliné, que c'est assez facile de le négocier, mais non. L'important, c'est de bien ralentir et surtout de patienter jusqu'à ce que les roues soient à peu près droites pour ensuite écraser la pédale d'accélérateur vraiment sans respect. On arrive au virage suivant. Alors on se trouve tout en haut de la remontée d'après l'épingle du Nouveau Monde et à l'époque du premier tracé, donc entre 1950 et 54, on devait faire face à
une nouvelle épingle ou plutôt un virage à 90 degrés. Et donc ce virage conditionne un tracé que peu de gens connaissent parce que quand on dit Rouen-les-Essarts, on pense vraiment au grand circuit, celui de 6 km. Et pourtant, le premier circuit, celui qui a accueilli la Formule 1, c'était celui-ci. Un circuit un petit peu court-circuité et qui avait la forme d'un triangle. Au tout début des courses automobiles en France, donc je parle d'un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître, les circuits avaient un petit peu la même forme, c'est-à-dire un triangle. Prenez Reims par exemple, la première configuration du circuit de Reims, un triangle. Le circuit des 24 heures du Mans originel, un triangle. Et le circuit originel, là aussi de Rouen, un triangle. Le maître mot de la Formule 1 en France, triangle. Nous nous trouvons sur la ligne droite du retour du premier circuit, la configuration utilisée entre 1950 et 1954, dans le chemin de l'étoile, c'est comme ça que s'appelait cette route qui donc clôturait le circuit, il ne restait plus qu'un seul virage derrière. Et bien à l'époque, la zone était faite de dalles de béton, ce qui n'était pas vraiment bon pour l'adhérence des pneumatiques. On marche dessus, c'est cette fine bande légèrement marron clair, beige peut-être. Beige, on est... Disons beige. Accordons-nous sur du beige, mais c'est cette fine bande que vous voyez encore aujourd'hui. Cette fine bande recouvrait vraiment l'intégralité de la route. Et lorsque le circuit a fermé à la fin des années 90, la municipalité s'est dit pourquoi tout recouvrir après tout. Une seule édition du Grand Prix de France de Formule 1 s'est tenue sur cette configuration. C'était en 1952. Une course assez morne au final puisque Juan Manuel Fangio n'était pas présent et Alberto Ascari était chez Ferrari. Et c'est à cette époque où il a remporté ses 2 titres mondiaux d'affilée 52-53. Donc il était vraiment dans une forme olympique. Il a dominé cette course de la tête mais aussi des épaules. Et ce qu'on peut dire, attention, détail technique, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. On l'a constaté avec les pneumatiques de la voiture, on l'a constaté maintenant en marchant dessus, c'est très très glissant. On est dans la deuxième plus grande ligne droite du circuit. On arrive dans un virage très serré, on est à moins de 90 degrés, c'est du 60 degrés. Et il faut freiner. Je vous laisse imaginer comment c'était facile. Bref, une partie de plaisir. Malgré la perte de la F1, Rouen se console en organisant dans les années 70 des courses de F2, des courses de F3, de moto, même des courses de Gordini. Mais Rouen doit obligatoirement passer par un changement. Après l'accident de Joe Schlesser, le virage des 6 frères coûte la vie à 2 nouveaux pilotes. Le virage est donc reprofilé au début des années 70, tout comme la dernière portion du circuit, condamné après l'extension de l'autoroute A13 reliant Rouen à Caen. Ainsi, un nouveau secteur composé de courbes rapides voit le jour en plein cœur de la forêt. On se trouve ici sur une version un peu particulière du circuit de Rouen-les-Essarts. Pourquoi un peu particulière? Reprenons l'ordre chronologique. On vous a présenté la version 50-54, version utilisée une fois en Formule 1. On connaît bien évidemment la version circuit long, plus de 6 km, qui a été utilisée 4 fois en Formule 1. Passons à une autre version alternative, la version F2. Utilisée à partir de 72 et jusqu'à 94, elle débute ici. Un tout petit peu après, environ 400 mètres après l'épingle du premier tracé. Et ce qu'il en reste, eh bien c'est ça. Simplement ça. 50 mètres de bitume, puisque après, si l'on se retourne, qu'est-ce qu'on a? Rien. Nous n'avons absolument rien, et pourtant, nous allons aller nous y aventurer. Ça va être incroyable. Qu'est-ce que cet ancien circuit? Eh bien, c'est une zone très différente des 2 configurations actuelles, puisque les 2 configurations qu'on a eues en F1, c'était des configurations ligne droite, énormément de ligne droite. Là, on va avoir des courbes. C'est une zone qu'on pouvait distinguer jusqu'en 2007-2008 à peu près, très convenablement, puisque le terrain était souvent débroussaillé depuis ce moment-là. C'est assez compliqué, c'est dommage parce que c'est une partie très intéressante du tracé qui a été utilisée finalement la plus longtemps et dont on n'a pas beaucoup de traces, mais on n'a pas beaucoup de traces de tout le tracé, hein, pas de plaque commémorative, on n'a rien sur tout le circuit et on se retrouve dans cette zone un peu bizarre. Multi 21, c'est aussi les meilleurs décors. Nous sommes ici en bordure d'autoroute et ça n'a rien d'anodin. Nous sommes à la fin de l'année 71, l'A13, grande autoroute de France, est prolongée et coupe le circuit de Rouen-les-Essarts sur sa dernière partie. Il n'en reste aujourd'hui que des traces, c'est comme pour la ligne droite des stands, tout a été bouché, coupé et non conservé. Et finalement, c'est la naissance de cette autoroute qui mènera à la perte de l'ancien circuit et qui donnera après par la continuité la version sur laquelle on se trouve actuellement, puisqu'on est
sur la piste de F2. Nous sommes ici en sortie de la première des 3 courbes. Alors jusque là, c'est assez bien défriché, on remarque encore assez bien le circuit. C'est une très très longue courbe, la première courbe. C'est à l'image à peu près de tout le circuit de Rouen-les-Essarts. On est sur des grandes courbes qui se prennent à haute vitesse pour les pilotes les plus chevronnés. Et malheureusement, dans notre exploration de cette version F2, eh bien ça s'arrête là. Puisque derrière, on le voit ici, la délimitation. C'est à la sortie de cette première courbe que l'entretien du circuit s'est terminé. Derrière, c'est juste un petit chemin qui n'a pas trop d'intérêt. Ce qu'on peut dire sur cette version F2, c'est que d'habitude, lorsqu'un circuit est remodelé, eh bien ça donne des ratés. Et bien sur ce circuit F2, il est très plaisant. C'est là où aussi on trouve que c'est dommage qu'elle soit pas entretenue parce que c'est finalement le seul endroit du circuit qui n'était pas ouvert à la circulation complètement et on aurait pu garder un petit historique sur cette version Formule 2. Dernier virage de ce circuit de Rouen-les-Essarts. Que d'aventures les amis, que d'aventures vécues en un tour. On n'en revient pas. Nous avons croisé nos amis de la maréchaussée, nos amis les péripapéticiennes qui nous ont demandé gentiment d'écourter notre tournage dans ce même chemin de l'étoile quelques minutes auparavant. Et nous sommes donc dans ce dernier virage qui possède plusieurs spécificités. La première, c'est d'être un virage très très étroit comme nous l'avons déjà dit. Mais la deuxième, c'est ses surfaces. Et j'ai bien dit ses surfaces. Exactement, je prends le mic pour vous expliquer. Alors nous sommes au virage du Paradis. Qui s'apparente vraiment à une épingle à cheveux là aussi. Dans sa configuration originelle, le circuit de Rouen avait donc une ligne droite en dalle de béton et qui est le chemin de l'étoile dont nous avons parlé précédemment. Au niveau du virage du Paradis, c'était en pavé tout simplement comme l'épingle du Nouveau Monde. Et à la sortie de ce virage, nous avions un asphalte traditionnel, un tarmac, je ne sais pas comment l'appeler. Nous avions en l'espace de quelques mètres 3 surfaces différentes. Encore une fois, un challenge sans précédent pour les pilotes. Adapter la zone de freinage sur les dalles en béton, savoir maîtriser le véhicule sur les pavés très glissants et ensuite cette espèce de grippe qu'on a tout d'un coup lorsqu'on est sur un asphalte classique, même s'il n'y a que très peu de virages sur ce circuit originel de Rouen. Chaque virage est vraiment très difficile et très important à négocier. Ce qui est assez dingue lorsqu'on regarde la map du circuit de Rouen, c'est que lorsqu'on arrive à ce virage de Paradis, on se dit tiens, un virage normal sur tout le circuit. Eh bien non, même celui-là est affreux à prendre. Même celui-là est magnifique. Même celui-là représente le circuit de Rouen. Les accidents se multiplient et les tribunes se vident. Le circuit de Rouen est en passe de faire faillite. Et en 1994, l'État récupère le circuit. Dès lors, les pelleteuses sont acheminées pour démonter toutes les installations, des tribunes au stand en passant par la célèbre tour de chronométrage. C'est l'heure de se quitter. Merci Aurélien d'avoir présenté ce circuit, ce tour magnifique du circuit de Rouen. Ce fut un plaisir, bien sûr. Avant de se quitter, j'aimerais avoir tes impressions générales sur ce circuit. Qu'est-ce que tu penses du circuit de Rouen-les-Essarts ? Alors je vais pas mentir, avant d'y aller, j'avais pas une haute estime de ce circuit. Déjà tout d'abord parce qu'il n'a pas accueilli énormément d'éditions du Grand Prix de France de Formule 1. Et surtout voilà, parce qu'il a eu une fin assez tragique, un petit peu dans l'anonymat le plus total. Mais après justement cette journée vraiment inoubliable, d'ailleurs avec toi Clément, ce fut un plaisir incroyable d'être à tes côtés. Après y être allé en vrai, après avoir fait un petit tour de circuit en voiture, j'ai complètement changé d'avis. Au final, ce circuit de Rouen est un circuit vraiment fantastique et c'est vraiment plus que dommage. C'est une honte qu'il n'y ait aucune plaque commémorative pour dire il y avait ce circuit qui a accueilli la Formule 1 de tant d'années à tant d'années. Même une plaque au virage des 6 frères où nous sommes actuellement pour dire que Joe Schlesser et beaucoup d'autres pilotes ont perdu la vie à Rouen et à ce virage en particulier. C'est assez dommage. J'espère que cette vidéo et les autres vidéos faites par de nombreux passionnés, nous ne sommes pas les seuls bien sûr à parler de Rouen, et fort heureusement d'ailleurs, j'espère que cela pourra motiver les autorités compétentes à Aurival, à Rouen et aux communes adjacentes de faire un petit quelque chose. Alors il y a déjà bien sûr une sorte de festivité organisée chaque année sur le tracé originel, le tracé en triangle du circuit de Rouen, où d'anciennes voitures, d'anciennes motos et d'anciens pilotes ayant couru à Rouen défilent. C'est assez important de le faire. C'est très important en effet. Et donc j'espère qu'il y aura quelque chose de plus beau encore dans les années à venir. Si la vidéo vous a plu,
Un petit pouce, ça ne mange pas de pain. Si la vidéo vous a encore plus plu que cela, le petit bouton subscribe avec la petite cloche, bien sûr. Mon cher Clément, je pense qu'on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut!